Donc moi j'avais une question concernant tout ce qu'on a dit depuis ce matin, mais qui concerne surtout la mise en place justement des projets que vous venez de résumer assez clairement, mais concernant les moyens humains de la mise en place de ces projets. Donc tout à l'heure, vous aviez pointé du doigt que souvent les projets de coopération internationale étaient réalisés par des gens qui ne connaissent pas le contexte, tout ce genre de choses-là. Mais on se rend compte que dans les administrations, avec la mise en place du processus de décentralisation, qui est certainement une condition de la sécurisation foncière, il y a peu de ressources humaines pour mettre en place ces projets. Et justement, je voulais savoir comment vous qui travaillez par exemple sur l'habitat, comment ça va être envisagé, les moyens des municipalités, des agences régionales de développement par exemple, pour pouvoir mettre en place ces projets, parce qu'on remarque qu'il y a des ingénieurs qui sont formés, il y a des urbanistes qui sont formés, ils sortent par exemple, moi je parle d'un exemple que je connais, j'ai travaillé à l'agence régionale de développement à Dakar, et il y avait la mise en place de la planification sur toute la région de Saint-Louis. Et finalement, qui travaillait dans l'agence régionale de développement, il n'y avait que 4 personnes. Sinon, c'était des stagiaires qui n'étaient pas rémunérés, donc diplômés mais pas rémunérés. Ils vont aller chercher des emplois certainement dans des branches privées et quitter le système institutionnel. Alors du coup, la question des moyens humains pour mettre en place les projets, elle est à mon avis très importante. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était, si vous aviez des idées par rapport à ça. Alors. Oui, écoute, merci beaucoup. De notre côté, il est sûr que de plus en plus, comme je l'ai dit ce matin, là où les villes surtout et les villes moyennes des pays en développement, qui sont le premier filtre des processus de transformation de l'urbanisation, ne sont pas équipés. Ils ne sont pas équipés ni sur le plan technique, ils ne sont pas équipés ni sur le plan des compétences. Et la plupart du temps, c'est une très grande défaite dans la mesure où tant les processus migratoires que le processus même de in situ, de génération de personnes à la recherche de travail, ils ne trouvent rien et donc ça crée un flux permanent vers la capitale. Ce qu'on discutait tout à l'heure avec Pierre Condi en disant qu'il faut capacité, il faut donner les moyens justement à ces zones secondaires qui sont les plus importantes, les moyens de travailler. Et là, il y a deux façons de le faire. Où l'État décentralise, déconcentre son capital du peu qu'il y a, et bien des fois, je peux vous dire que je ne sais pas si vous avez des Tchadiens ici qui travaillent avec vous ou bien des Centrafricains. Nous avons vu que dans ces pays, en y travaillant comme ONU Habitat, nous faisons face à un déficit criard d'expertise, d'urbanistes, d'ingénieurs, de géographes, d'experts de l'urbain qui sont capables d'aider à faire le travail. Déjà, si à un niveau national, il y a un déficit aussi criard, regardez comment est-ce qu'il faudra faire le service avec les villes les plus secondaires. Alors c'est là où la coopération internationale agit. Nous, en tant qu'ONU Habitat, si nous venons faire un projet dans un pays, certainement nous faisons appel à de l'expertise internationale. Cette expertise internationale peut être sous forme de consultants, peut être sous forme de ce qu'on appelle des chefs de projet qui sont postés dans ces pays, dans ces villes, et nous les adjoignons la plupart du temps de l'expertise nationale ou ce que nous appelons des VNU, des volontaires des Nations Unies, ou des JPO, des Junior Project, des Junior Professional Officers, que nous les mettons en place pour combiner l'expertise internationale et l'expertise nationale en espérant qu'après 2 ans, 3 ans de formation, que nous ayons la possibilité de générer à l'interne une capacité qui peut aider à contribuer à résoudre les problèmes. Mais c'est sûr que, je le disais, je ne sais pas à qui encore, nous aurions aimé vouloir beaucoup former, encore beaucoup former, parce que dans les métiers de l'urbain, nous sommes encore très, très, très peu. Dans les métiers qui s'occupent de la gestion des villes, nous sommes encore très, très peu par rapport à la demande. Nous espérons qu'avec la montée de ce que j'ai dit ce matin,
des problèmes d'urbanisation. Ce ne sera plus les métiers de l'agriculture ou bien les métiers de, je ne sais pas, qui va attirer l'expertise, mais que nous aurons une masse critique d'experts, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'architectes qui vont s'intéresser à la gestion des villes du Sud et qui vont donner les moyens aux autorités d'avoir une masse critique de prise de décision rapide, parce que la ville aussi ne permet pas des atermoiements. La plupart du temps, il faut prendre des décisions et rapidement, et si la décision n'est pas informée, ça peut être la catastrophe. Merci. Sur la question des moyens limités de la coopération, il faut distinguer le consultant et le chercheur. Parce que bon, quelquefois c'est la même personne, mais c'est dans des temps différents. Et le consultant, en fait, contrairement à ce qu'on imagine, il n'est pas nécessairement là pour rêver à ce qu'il serait la solution optimale. Il est là pour proposer de dépenser de l'argent. Et il faut qu'il justifie de façon qu'on ne puisse pas lui reprocher la manière dont il va contribuer à engager l'argent. Donc quelquefois, le problème n'est pas qu'on manque d'argent. Le problème, c'est qu'on l'utilise dans des opérations qu'on ne pourra pas vous reprocher. On ne pourra pas vous reprocher de faire de vous immiscer, proposer de modifier une loi. Pour un consultant, c'est nul, parce qu'on ne dépense rien, il n'y a pas de budget. Hein. Proposer un truc gratuit, c'est ridicule. C'est pas un programme. Tandis que proposer de financer des ordinateurs, c'est du solide. Hein, c'est du solide et vous faites votre boulot et vous aurez un autre contrat ensuite pour faire une deuxième mission pour évaluer dans 2 ans les résultats que ça a donné. Et donc, vous gagnerez votre vie. On gère des gros projets, on gère des projets internationaux. C'est que la grande difficulté, bon, il y a une grande difficulté, c'est de trouver les financements. Bon, déjà, c'est compliqué. Mais la plus grande difficulté, c'est de les dépenser. En fait, c'est ce qui est le plus difficile dans un projet. On s'aperçoit, et c'est intéressant, parce qu'en fait, comme on travaille aussi beaucoup on travaille avec des êtres humains, on travaille avec rien. Je veux dire, créer un projet, c'est pas nécessairement, il n'y a pas besoin de milliers d'ordinateurs, il suffit de cerveaux. Bon. On peut les payer à l'heure, on peut payer des choses, mais souvent on n'arrive pas à dépenser l'argent parce que, comme disait effectivement Joseph Combi, on a programmé des tas d'usines à gaz derrière, des tas de choses extrêmement chères parce qu'il fallait justifier des budgets, mais ces budgets-là, on n'arrive pas à les dépenser. Ça ne marche pas. Donc en fait, c'est une grande difficulté. Et ça bloque souvent et ça grippe souvent des projets plus que ça les laisse avancer. Et ce serait aussi un progrès à faire chez nous, c'est d'arriver à avoir beaucoup plus de souplesse, et ce n'est pas l'ACDI qui va nous aider ici, mais c'est d'avoir beaucoup plus de souplesse dans la gestion des projets, parce qu'un projet, c'est une aventure. Je veux dire, gérer un projet à l'international, c'est une aventure. Il peut se passer des milliers de choses. Mais comme on veut gérer les risques, ici, il faut tout prévoir à l'avance, mais évidemment, on ne prévoit rien, et il ne se passe pas ce qu'on attendait. Mais il y a quand même, on peut prendre le problème de l'autre côté, c'est qu'il y a quand même, en utilisant les grands mots, une responsabilité des intellectuels. Parce que... Bon, finalement, ils ont leur salaire de prof, etc. Bon, ils pourraient quand même se remuer un peu pour essayer de dire des choses intelligentes, et puisqu'ils sont libres quand même. Hein, donc, c'est extraordinaire d'avoir la liberté de penser. Simplement, ça demande un petit peu de courage de ne pas dire toujours la même chose que tout le monde. Il y a un conformisme des intellectuels qui est affligeant. Vous avez situé ça dans une approche de droits de l'homme et de justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, on parle de capacité individuelle ou collective de répondre à ses propres besoins, d'une certaine manière. Et le problème de la théorie du besoin en termes de droit, c'est de trouver les bons arguments qui définissent ce besoin-là.
Et il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé donc, sur cette théorie du besoin et qui ont placé l'idée de l'autonomie comme élément fondamental de pouvoir répondre à ces besoins. Donc l'autonomie de faire ses propres choix. Et pour faire ces choix, il faut qu'il y ait une disponibilité de ressources. Donc si on retrace ça un peu, par exemple, au secteur de l'habitat, on parle beaucoup de... John Turner, par exemple, parle beaucoup de l'idée de l'autonomie dans l'habitat, en disant que cette autonomie-là, ce n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas une retraite totale de l'État, mais c'est justement, ça dépend des ressources qui ne sont pas de l'essor de la société et qui sont les outils et les finances, les terrains et les matériaux. Donc, la ressource foncière est essentielle dans la pratique de l'autonomie. Et vous avez aussi fait la différence entre le droit d'occupation du sol et le droit d'accès au sol. Alors, si on conçoit l'autonomie comme un droit, chaque droit vient avec une responsabilité de l'État. Alors, ma question, ce serait comment est-ce qu'on peut imaginer que les réformes foncières puissent promouvoir ce droit à l'autonomie en matière d'accès au sol? Je vais juste répondre à une petite chose là-dessus, sur la façon dont c'est formulé, et c'est très intéressant comme question. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Le problème des ressources, et Joseph Combi parlait des gens, des intellectuels qui pensent de travers. Heureusement, il y en a des intellectuels qui pensent de travers. On s'est aperçu, et je citais Amartya Sen tout à l'heure, Amartya Sen a démontré, par exemple, que les famines ne sont pas liées au manque de ressources. Les famines ne sont pas liées parce qu'il n'y a pas de blé, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de ça. Les famines sont liées parce qu'il n'y a pas de démocratie. Alors quand il a dit ça, ça a été le tollé. Tout le monde lui est tombé dessus parce qu'on a dit « mais quelle horreur, c'est pas vrai ». Bon, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas regarder, c'est politiquement incorrect de dire ça. Mais c'est pareil, donc c'est vrai, c'est pas un problème de ressources. Mais en revanche, vous avez raison, c'est un problème politique, c'est un problème de démocratie, c'est un problème de limite de corruption, c'est pas le problème des ressources. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de sol en Afrique, enfin je vais demander à nos amis, je ne crois pas qu'au niveau territoire, il manque de sol. En revanche, qu'il soit mal géré, oui. Qu'il soit injustement géré, oui. Qu'il ne soit pas démocratiquement géré, oui. Juste un ajout sur cette question, je crois que c'est bien dit. J'allais peut-être revenir là-dessus, c'est que quand on parle de sécurisation de droits, ça vient avec des obligations, ce que vous avez appelé responsabilité. Donc c'est très important chaque fois qu'on parle de droit qu'il y ait des responsabilités. Et je vais peut-être étendre un peu pour dire que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, de tous les acteurs impliqués dont on a parlé ce matin. Chaque droit qu'on veut sauvegarder, qu'on veut protéger, qu'on veut sécuriser doit venir avec des obligations. Parfois, même cette question qu'on débat depuis ce matin sur les impôts, la taxation, ça fait partie de cette obligation-là. On vous donne un droit et puis en retour, vous contribuez comme ceci. Et l'État, c'est cet échange-là. Donc, je crois que c'est bien. Oui, la théorie est bien, mais aussi entre les besoins, il y a aussi les demandes, il y a aussi la nécessité de l'État de répondre à son obligation, peut-être de travailler avec la population, de répondre à son mandat. Et chaque acteur aura un mandat sur lequel il va travailler. Si vous permettez, ce matin, il y avait des questions, je crois que ça venait de vous, sur un des outils que nous avons développé, le Social Tenure Domain Model, qui en fait est un outil de relation qui essaie d'identifier le type de relation entre les droits enfin les individus et la terre à plusieurs niveaux. Je crois que Combi a parlé de la superposition de droits aussi, donc ça prend en compte ça. Et vous voulez savoir jusqu'à quel niveau ça s'étend. C'est beaucoup plus flexible, mais tous les droits, on l'a utilisé en Éthiopie, en Ouganda, il y a des demandes pour les utiliser ailleurs. Mais ce qui est important ici, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était bien dit de savoir les droits d'abord. Et ça, c'est important. Ne pas commencer par dire que ça, c'est le droit. Je crois que vous l'avez bien expliqué. Et maintenant, essayer de forcer, selon la théorie de Ostrom, dire que voici ce que nous préconisons et
Si le droit ne coïncide pas, là, ça ne va pas marcher. Donc, l'outil que nous avons développé, et il y a 2 semaines, le ISO International Standard Organization a reconnu maintenant le domaine principal qui est LADM, Land Administration Domain Model, l'administration des domaines fonciers en général, comme le modèle pour développer tout système foncier. Donc, même les domaines cadastraux ou bien domaines de gestion d'administration foncière doivent maintenant respecter ce qu'on a proposé. Et ce que nous avons proposé comme composant de ces standards de LADM fait partie vraiment de ce continuum dont on parlait tout à l'heure, de la gradation de droits. Donc, il faut reconnaître la gamme de droits, les gammes de relations qui existent pour promouvoir ça. Une dernière parenthèse pour dire que malgré ce qu'on pense, il y a vraiment du progrès au niveau global sur la pensée, sur la reconnaissance des droits. Au niveau de la Banque mondiale, maintenant, l'année dernière, ils ont officiellement déclaré qu'ils reconnaissent la continuité des droits fonciers. Ça, c'est important. Ils ont un programme là-bas qu'ils appellent LGAF, Land Governance Assessment Framework, qui essaie de voir quel genre de gouvernance foncière existe dans plusieurs pays. Ils ont évalué près de 25 pays déjà, utilisant ces différents types de droits. Vous connaissez par exemple les Voluntary Guidelines que la FAO a supporté. Ça aussi, ça prend en compte. Ce matin, on a parlé de l'initiative africaine pour les politiques foncières. Ça aussi, ça reconnaît la gamme de droits. Donc, il y a des progrès au niveau international. Et ça, il faut reconnaître que maintenant, c'est trouver les outils. Et STDM vient maintenant pour dire que oui, c'est possible d'opérationnaliser ce genre de concepts et d'approches. Voilà. Merci. Je reviens ici. Merci d'abord pour avoir expliqué un peu cet outil de gestion, là, cet outil technologique. Je crois que je vais me rapprocher vers vous pour en savoir plus. Peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer d'analyser ça avec le modèle cadastre 2014 et voir à quoi ça pouvait correspondre à certains besoins. On en parlera plus tard. Mais pour le moment, je m'attarde un peu à la question des ressources humaines. Monsieur Badian a dit, je ne sais pas si je ne peux pas répéter exactement ce qu'il a dit, mais dans le sens, c'était que les experts, quand il y aura les experts, ils pourront donner un peu main forte ou bien des idées aux politiques pour l'aménagement, pour le développement foncier et autres. Mais moi, à ce niveau, je vais dire que le problème n'est peut-être même pas le manque de ressources humaines. Parce qu'à un certain niveau, cette ressource, ces experts-là nuisent à l'État. Ils nuisent plutôt à l'État. Parce que c'est plus facile de gouverner quand il n'y a pas de gens qui ne savent rien que de gouverner avec ceux qui savent et qui peuvent parfois vous révéler les vérités. Donc, quand parfois il y a un expert qui arrive même au fil de service, on le freine, on le stoppe très vite là. Ce n'est pas toi qui vas venir changer le monde. Ça, il y en a dans nos dirigeants, ils le savent très bien. Quand on envoie même les experts, ils aiment bien qu'on leur donne des experts étrangers parce qu'ils ne vont pas comprendre certaines choses. On va mentir n'importe comment et puis bon, ils vont accepter. On va leur présenter les documents qu'on a parce qu'en Afrique, c'est plein de discours, des très beaux discours, mais qui ne sont jamais appliqués et qui ne le seront même pas. C'est ça qu'on présente souvent aux experts et puis ils reproduisent, ils disent qu'il y a telle situation et puis ils reportent ça au niveau du patron en fait, du patron. Alors que quand c'est quelqu'un qui peut venir tirer, creuser jusqu'au fond,
On a même peur. On va même lui cacher beaucoup de choses parce qu'on sait que ce que vous allez lui dire, la raconter, il va savoir que c'est le mensonge et il va même vous poser des questions qui vont vous coincer. Et on a peur aussi que peut-être en voulant vous proposer un projet qui est très populaire, qui répond aux normes, vous allez acquérir une popularité qui risque de vous faire concurrent de l'administration ou bien de la politique en place, ou du politique en place. Donc, c'est à peu près ça, c'est, à mon avis, plus pertinent que le manque même, parce qu'il n'y a pas d'experts qui manquent. Il y en a, beaucoup sont à l'étranger, beaucoup sont parce qu'ils sont menacés ou bien parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de travailler. On ne leur donne pas les outils pour travailler, et expressément, ce n'est pas le moyen qui manque. Donc, le problème est plus gros à ce niveau-là, c'est plus pertinent à ce niveau qu'au niveau de la carence. Oui, merci beaucoup. Je devine la situation que vous décrivez. Et effectivement, dans certains pays africains, ce syndrome de la peur de l'expertise, en voulant garder les gens dans l'ignorance continue et de pouvoir continuer des actes de malgouvernance. Mais je mets tout ça dans le compte de l'évolution des sociétés, parce qu'on ne peut pas éternellement jouer de ce jeu-là. Parce que tout le monde, pourquoi on construit des universités? Pourquoi nous formons des personnes, que ce soit internes ou externes? Je disais tout à l'heure à notre jeune collègue du Cameroun qu'au Rwanda ou au Botswana, il y a appel à candidature pour l'expertise, pour que les gens viennent travailler pour vous. Même en dehors du cercle des Nations Unies, c'est eux-mêmes, ce sont ces États qui demandent de l'expertise. Il n'y a aucun État, quelles que soient les ressources naturelles, d'ailleurs, vous le savez bien mieux que moi, en Afrique, les pays qui sont dotés uniquement de ressources naturelles sont pratiquement des pays maudits. Vous le savez. Il n'y a de rien de tel que l'expertise pour pouvoir guider les ressources naturelles et leur gestion, et pour une transparence et pour une meilleure gouvernance, pour tout. Donc, je comprends votre situation, mais dans le cas d'espèces, je pense, de la question foncière, Rémi est là, c'est notre expert qui a sillonné beaucoup de pays africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Libéria, au Mali. La demande d'expertise sur les questions foncières nous arrive chaque jour. Même dans votre pays, le Cameroun. Ils sont partis demander à la Banque africaine de développement des ressources énormes pour pouvoir revisiter leur code foncier. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui ne collent pas. Donc je pense qu'à un moment donné, quel que soit ces rejets d'expertise ou de vouloir se cacher derrière des manteaux de l'ignorance, les gens seront obligés de coopérer et de faire appel à une expertise. Naturellement, quand nous, en tant qu'ONU Habitat, nous envoyons de l'expertise sur le terrain, ce ne sont pas des gens qui gobent n'importe quoi, ne vous en faites pas. Il y a quand même non seulement une capacité interne de la personne, mais aussi de ceux qui font le suivi du travail qui se fait. Et bien des choses que nous connaissons dans des pays que peut-être même les ministères ou les chancelleries ne savent pas, parce que nous sommes des experts et nous savons. Nous recherchons bien avant de venir. Donc nous ne prenons pas du n'importe quoi. Merci. Au mécanisme, en fait, à la stratégie de gestion de projet que vous venez de présenter, M. Reynaud, et en particulier sur la question de la gouvernance. Donc, je trouvais très intéressant le fait de partir du bas, en fait, pour évaluer les besoins, les choix qui sont faits au niveau local. Mais j'avais une question par rapport justement à la place de l'État dans tout ça, parce que de plus en plus, on se rend compte dans les projets mis en place dans les pays en voie de développement et promus par exemple des organismes comme la Banque mondiale, on s'aperçoit d'un retrait en fait de l'État dans la gestion et dans la gouvernance en fait de ces projets, avec donc un retrait de l'État, en fait un retrait du politique, et qui peut souvent poser problème parce que justement les choix qui sont faits sont aussi
des choix politiques. Donc je voulais savoir un peu plus précisément quel était le processus, s'il y avait un point de rencontre en fait entre le bas et le haut, et quel était l'acteur en fait légitime ou responsable, parce que dans tout projet il y a un chargé de projet. Donc j'avais une question par rapport à ça. Oui, je vais essayer de vous... je vais répondre rapidement, puis je te laisse la parole. À partir du moment où vous prononcez le mot de gouvernance, vous avez pratiquement répondu à la question, parce que je pense que on s'intéresse pas aux mots. La gouvernance, c'est une chose bien précise. La gouvernance, c'est gérer en commun des intérêts concurrents. C'est ça, la gouvernance. Et on le confond en général avec ce qu'on appelle la gouvernementalité. Et la gouvernementalité, c'est la conduite des conduites. Donc les États, eux, ils font de la gouvernementalité. Alors, je vous renvoie à Foucault, si ça vous intéresse. Ils ne s'occupent pas de gouvernance. C'est un faux ami. Parce qu'on dit, la bonne gouvernance. Non. Oui, s'ils font de la gouvernance, à partir du moment où ils font leur travail démocratiquement. Alors là, effectivement, ils font de la gouvernance. Parce que le citoyen, il n'est pas d'accord et l'État n'est pas d'accord. Donc on gère des intérêts concurrents. Mais en général, l'État, et si on parle des qui ne sont pas encore arrivés à un certain degré de démocratie, fonctionne avec de la gouvernementalité. Mais quand je dis pas arriver à un niveau de démocratie, il ne faut pas se tromper. La France, elle fait de la gouvernementalité. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gouvernance en France. Une république n'est pas très gouvernante. Puisqu'une république, elle n'est pas nécessairement démocratique, n'oubliez jamais ça. Une république, il y en a des islamiques, il y en a des tas de choses. Ils ne sont pas démocratiques. Donc, quand on dit effectivement, à partir du moment où on va travailler et faire de la gouvernance, on est dans ce type de gestion. Et c'est l'intérêt de gens comme Ostrom ou d'autres, du reste, je ne vais pas vous citer tous, qui ont travaillé en essayant de comprendre comment les sociétés s'organisent et comment elles construisent leur réalité sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Et le point de rencontre, effectivement, le rôle du gestionnaire, c'est d'organiser cette réflexion-là, c'est de travailler avec les gens, c'est de les rendre effectivement cohérentes au niveau de règles collectives, et à partir de ce moment-là, le point de jonction, il est là. S'il y a l'effort de l'autre côté, d'un État, de dire d'accord, ce que vous présentez est intéressant, on va effectivement peut-être voter des lois, comme disait Joseph Combi tout à l'heure, qui feront que vos choix vont être inscrits de façon plus durable dans la législation. Bon. Maintenant, je vous dis, c'est la sécurisation d'un projet. La sécurisation du foncier, vous oubliez, parce que même ici, je me faisais rire quand j'écoutais tout à l'heure nos intervenants, même ici, vous avez intérêt à prévenir vos voisins quand vous partez en vacances, parce que vous pouvez très bien retrouver votre maison louée ou occupée par quelqu'un d'autre. Et on est pourtant dans un pays de droit, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas réservé à une société particulière. Il n'y a pas de sécurité nulle part. En revanche, on peut avoir une sécurisation de son projet de vie à travers un certain nombre de choses. Et je pense que c'est là où se situe effectivement, gérons les villes par projet et non plus par décret ou par parcelle ou par ce genre de choses. Je ne comprends pas les différences entre gouvernance, ou je ne veux pas comprendre les différences entre gouvernance et gouvernement. Je vois des experts qui sont prêts à imposer leur façon de voir à des gouvernants qui ont des préoccupations complètement différentes de celui de l'expert. Je ne vois pas en quoi l'expert peut aller faire la leçon à un maire en lui disant non, vous n'avez pas le droit de privilégier tel groupe social parce que s'il ne privilégie pas ce groupe social, il n'est pas réélu donc. Donc le projet que vous lui proposez est un projet suicidaire. Donc si vous voulez intégrer le processus par lequel lui-même se perpétue pour faire un certain travail, c'est quand même le minimum. On ne peut pas conduire les gens à renier leurs objectifs politiques qui nous échappent au nom de la gouvernance, au nom de tout ce qu'on voudra, et qui sont les seuls
à pouvoir exprimer et à gérer. Je ne comprends pas du tout. Un expert, il passe son temps à vendre des idées qu'il désapprouve, généralement, et il les vend au nom d'un organisme qui lui a demandé de vendre un type de projet sur lequel il est un type de projet qui est privilégié pour l'instant. L'histoire de la Banque mondiale, que je connais depuis 1972 en matière d'habitat, est une suite de revirements, de louvoiements, d'idioties qui a consisté à détruire des politiques, des institutions, etc., pour ensuite, 25 ans plus tard, les proposer leur reconstruction, mais leur reconstruction selon un processus qui est approuvé par la Banque. Non, je trouve que ces organismes internationaux imposent des choix au nom de l'expertise à des gouvernants qui valent bien 3 fois ce que valent les experts. Et l'expert n'est pas un expert de la gouvernance. L'expert, c'est simplement un représentant de commerce d'une institution internationale. Et il est de plus en plus un représentant de commerce. J'ai commencé, par contre, mon travail de consultant à un moment donné où on pensait être consultant des États. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. À partir de la survenance de la banque dans le marché, parce que le développement, c'est un marché. C'est un marché où il y a des offreurs, des demandeurs, et où chacun joue sa carte, qui n'a rien à voir avec... qui est une carte politique. Je trouve que c'est les 40 ans, plus même, que je jette sur ma pratique sont désarmants, désastreux. Vous vendez vraiment, vous êtes appelé de plus en plus, dans 80 cas sur 100, à vendre en fait ce que vous a demandé de vendre. Alors il y a des gens un peu plus intelligents, un peu plus insincères que d'autres, qui s'arrangent plus ou moins pour vendre des choses plus intéressantes, moins aliénantes. Mais pourquoi l'expert n'accepte pas, quand il est face à un maire, nom de Zeus, pourquoi il n'accepte pas le principe que l'un des projets du maire, c'est d'être réélu? Ce n'est pas possible d'être intolérant comme ça. Un maire ne va pas faire un projet qui va le dégommer. Même s'il est conforme à la justice, il va essayer de ménager cette idée qui se fait de la justice et l'idée qu'il se fait de sa propre réélection. C'est la moindre des choses. C'est ça la politique. C'est pas un suicide. Donc, quand est-ce qu'un expert peut entrer dans le raisonnement politique d'un homme politique qui est son client? Mais c'est la moindre des choses de l'écouter et de ne pas le prendre pour un imbécile ou pour un filou. Ce qui est d'ailleurs le cas à chaque fois. C'est souvent un filou, c'est rarement un imbécile. Hein. Bon, il faut accepter cette dose de filouterie qui est consubstantielle d'un choix de gouvernement. Oui, je vais rebondir sur ça, Jean-François. Non, je rebondis sur ça parce qu'il faudrait quand même laisser à nos jeunes collègues et à nos diplômants et aux gens qui aspirent à l'expertise, de savoir aussi que l'expertise peut être honnête, l'expertise peut être humble et l'expertise peut aller effectivement dans le choix d'un homme politique tant que cet homme politique a quand même standard deviation plus ou moins 3, reste quand même dans des objectifs nobles pour lesquels il est en face de la commande publique. Vous êtes tous des étudiants, des professeurs, des jeunes qui aspirent à aider vos gouvernements et à aider vos pays. La raison pour laquelle, en tout cas aux Nations Unies, dans mon organisation, nous combattons effectivement pour améliorer les conditions de vie des populations. Et à chaque fois, fort heureusement, nous ne sommes pas une banque, nous n'avons pas de prêts à faire.
si c'est 1 million ou 2 millions de dollars que nous avons, que nous amenons dans un pays, dans une ville, c'est à 100% du gratuit. Nous n'avons aucun besoin de prêter de l'argent pour en récupérer. Ceci étant dit, quand un maire, quand un ministre nous semble aller dans le droit chemin, nous l'aidons. Si nous ne pouvons pas, nous abandonnons. Et je peux vous assurer que nous en avons abandonné beaucoup, beaucoup. Nous n'avons pas continué les projets parce que nous ne sommes pas d'accord avec la manière de faire. Nous ne servons pas. Quand un maire ou quand un ministre n'est pas dans la ligne directrice que nous voulons faire, nous laissons tomber, nous avons la liberté de cela. Nous ne continuons pas parce que nous n'avons aucun intérêt à débourser pour chercher de l'argent, pour récupérer des sous, non. Quand un maire nous adresse une requête, nous étudions sa requête dans le sens de pouvoir l'aider et sur la base de ce que nous savons. Si nous ne savons pas, nous laissons tomber. Ça, je voulais quand même que, mis à part ce qu'il a dit, Jean-François, sur nos collègues de la Banque mondiale, je ne récuse pas tout. Il y a certains aussi à l'intérieur qui essaient de bien faire. Mais effectivement, il y a aussi des conflits, quelquefois, sur le plan entre l'éthique et l'expertise, et qui posent un problème, ça je vous le concède. Merci. Oui. On a parlé en fait depuis ce matin de continuum de droit. Et moi, en fait, je voudrais voir si c'est possible de les replacer, en fait, le droit des ménages, en fait, qui sont, disons, dans les non-lotis. Parce que ces ménages-là et ces non-lotis-là, disons, ont été un grand facteur, en fait, de l'expansion des villes. Je prends un cas comme Ouagadougou qui s'est étendu énormément. Parce que les ménages, ils s'installent justement dans ces zones-là et après, ils font une demande de reconnaissance, en fait, de leurs droits. Donc, une demande de parcelles, en fait. Et justement, moi, je trouve que c'est dans ces zones-là qu'il y a, disons, beaucoup plus de spéculation par rapport aux zones qui sont déjà loties, parce que d'une certaine manière, les gens rentrent dans leurs parcelles et même si on a parlé de ce matin des parcelles qui sont vides, disons, où il n'y a pas de construction qui sont vides, ces parcelles-là, elles sont relativement moindres par rapport à la spéculation qui peut exister dans justement ces non-lotis-là. Et puis, on a parlé tout à l'heure justement de qui on a peur, de qui les ménages ont peur. Et là, tout à l'heure, M. Joseph Kombi parlait de l'État. Donc, disons, dans ces zones justement qui sont, disons, loties, donc si c'est l'État qui est la principale source d'insécurité, d'une certaine manière, je peux dire qu'ils sont mal barrés parce que si l'État veut une partie de la ville justement pour un aménagement, comme je prends le cas de la Zaka à Ouaga, c'est clair qu'ils vont justement récupérer ces terres-là, que tu aies un titre ou pas, ils vont récupérer ces terres-là pour le projet d'aménagement qu'il a. Et donc, du coup, parmi tous ces facteurs, donc, de l'extension de ville et tout ça, donc la question que je me posais, est-ce que l'idée, en fait, et la solution plus tard, ne serait pas un changement de mode de vie ou un changement de mentalité? Parce que dans nos pays, de façon générale, on a tendance à chacun, je veux ma parcelle. C'est-à-dire, voilà, je veux mon lopin de terre à moi. Est-ce que, comme M. Badiane parlait, est-ce que, par exemple, je prends le cas du Burkina où les parcelles sont à 300 mètres carrés actuellement. Donc, les gens, c'est un peu ce standard-là que les gens ont et que c'est comme ça que les parcelles sont découpées. Est-ce que ce changement-là, ça ne pourrait pas être par donc, une baisse déjà de la surface allouée, comme au Sénégal, 150 mètres carrés, ou promouvoir un autre mode de vie qui est plus en hauteur? Donc, c'est la question que je me pose pour justement limiter un peu cette expansion et tous les problèmes qui peuvent justement subvenir de sécurité, d'aménagement, de fourniture de biens et services. Voilà. Qui veut prendre? Écoutez, je suis très très sensible sur le cas du Burkina Faso, dont nous avons suivi l'évolution depuis quelques années. Nous avons beaucoup apprécié le travail qu'a fait le maire Simon Compaoré, qui d'ailleurs va quitter sa charge à la fin de cette année. Je pense que dans votre pays, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées sur le plan foncier, sous différents régimes, depuis le président Sankara jusqu'à présent. Bon, il y a eu des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes.
Mais toujours est-il que je pense que ça fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest dans lesquels beaucoup d'efforts ont été faits pour aider les populations à sécuriser une parcelle d'existence et qu'il y a beaucoup moins de bidonvilles comparé à beaucoup d'autres pays. Ceci étant dit, la critique que nous avons faite, c'est que cette taille de parcelles-là, moi, ça m'a beaucoup gêné. Et naturellement, la bataille qui a eu lieu au centre-ville, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au courant du programme ZACA, la zone administrative et commerciale, qui a fait l'objet de beaucoup de batailles sur le plan idéologique, sur le plan religieux. On se rappelle encore des imams Bangré contre Bagré. Non, c'est très épique. Nous avons assisté à des pratiquement des consultations publiques de nuit dans les zones centrales. Bon, toujours est-il que l'administration a réussi un coup de maître en montant un projet pour emprunter de l'argent, pour lever des fonds publics. Un emprunt public qu'ils ont fait à la BOAD, à la Banque Ouest-Africaine de Développement, un emprunt public qui a été souscrit à plus de 170% lorsqu'ils ont voulu l'argent, parce qu'effectivement, les Burkinabés, tant de l'intérieur que de l'extérieur, étaient très intéressés à avoir une parcelle de terrain au centre administratif, donc dans cette zone qui a été libérée. C'est des centaines d'hectares qui ont été libérés au centre de Ouagadougou. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce que l'administration va en faire? Comment est-ce que ceci va se faire? Encore une fois, une question de gouvernance. Encore une fois, une question de transparence. Parce que si notre collègue et expert Bagré a jeté l'éponge, c'est parce qu'après avoir réussi à moitié à régler le problème, c'était devenu nébuleux. Et comme c'est un homme qui ne joue pas avec la nébulosité, il a jeté l'éponge. Mais toujours, pour terminer sur ça, c'est que la taille des parcelles à Ouagadougou me pose problème. Les gens se comportent comme s'ils étaient encore dans les zones rurales. Ils sont en ville, comme vous le dites, chacun veut sa parcelle au sol. On ne veut pas densifier. Aujourd'hui, Ouagadougou a pratiquement un diamètre qui va bientôt atteindre 70-80 km. Et pour une ville sahélienne, où les déplacements sont aussi importants d'un point à l'autre du territoire, je pense qu'on a intérêt à densifier. Je crois que c'est la ville sahélienne la moins dense, si je le compare même à Niamey, mais il faut quand même densifier. Ils ont la possibilité de le faire. Il faut densifier, de faire de telle sorte qu'on diminue l'empreinte écologique sur le territoire. Malheureusement, dans les années de sécheresse, plus de 70% d'un rayon autour de Ouagadougou, il n'y a plus une seule arbre. Tout a été coupé pour des problèmes énergétiques. Donc là, je pense qu'il faut repenser le concept de la ville de Ouagadougou, densifier un temps soit peu pour permettre de minimiser les distances et de pouvoir renforcer l'économie urbaine qui demande à être resserrée. Merci beaucoup. S'il n'y a encore plus de prise de parole, je pense que l'on peut clore cette journée. Remercier nos conférenciers.